apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors ce mois-ci, bon déjà la vignette, donc l'image de présentation de la vidéo, c'est Julia Evans. Julia Evans qui est une développeuse hackeuse, et on en parlera plus tard, mais elle a fait un article qui sera très utile pour comprendre la privesque de la machine qu'on va pawner ce mois-ci. Donc j'y reviendrai ensuite. Et donc la machine qu'on va pawner ce mois-ci, c'est celle-ci, Analytics. Donc je rappelle, une machine retired, sinon je ne ferai pas de write-up, ce serait manquer de respect pour le classement de Hack the Box. Et pourquoi c'est une machine intéressante? Parce que elle est facile, c'est-à-dire que c'est des exploits qui sont faciles à exploiter puisqu'il y a des POC existants, mais par contre ils sont pas si faciles à comprendre. Donc on va essayer de les comprendre ensemble sur cette vidéo. Et avant cela, comme chaque mois depuis cette année, il y a d'abord une petite minute frime. Donc la minute frime ce mois-ci, c'est sur le Lab Pro Cybernetics, ProLab Cybernetics, il est là, qui est donc le dernier Lab Pro que j'ai fini, c'était au début d'année. Et donc pour mon petit retour d'expérience, il est dur, hein. Il est marqué difficile, c'est effectivement difficile, mais de toute façon comme les autres laboratoires pro difficiles, à quoi qu'ils ont changé, je suis en train de voir. Il me semblait qu'avant Offshore il était catégorisé comme difficile, et Rasta Labs aussi, et là ils sont passés en intermédiaire. Je pense qu'en fonction de l'évolution du temps, il modifie un peu les niveaux, peut-être aussi en fonction des retours des personnes qui ont fini ces Lab Pro. Du coup, en tout cas, ces Cybernetics, c'était effectivement très costaud. J'ai bien galéré, notamment sur une partie. Alors, je sais pas si c'est la solution attendue, parce que quand on fait le Lab Pro en individuel, on n'a pas les write-up. Mais en tout cas, j'ai changé de domaine en utilisant l'outil de supervision et c'était bien galère. Une fois sur deux, ça marchait pas et tu sais pas pourquoi. Mais bon, comme son nom l'indique, c'est costaud, donc pas de surprise à ce niveau-là. Et donc là, comme on peut le voir, j'ai commencé le dernier que j'ai pas fini, Zephyr, qui lui pour le coup, en tout cas, je suis qu'au début, mais pour l'instant, il est bien plus facile. Je le trouve même plus facile que Dante. On va voir si ça continue à être comme ça. Voilà pour la minute frime. Et donc on a une petite minute relou aussi, et après on entame la machine. Alors la petite minute relou, c'est je râle sur un sujet parce que voilà, je suis relou. Et là ce mois-ci j'ai installé une imprimante, j'ai installé deux imprimantes, une le mois dernier et une ce mois-ci. Et du coup, maintenant que ça fait quand même 20 ans que j'installe les imprimantes, on va dire, pour mon entourage. Et il y a 20 ans, on galérait bien pour installer les imprimantes. Enfin, il y a 20 ans, je dis au pifomètre, il y a longtemps en tout cas. Mais je pense que c'est autour de 20 ans, ouais. Donc pour installer les imprimantes, c'était casse-couille, il fallait faire installation du bon driver. Le driver il marchait pas forcément, c'était bien chiant, il passait 3 heures. Et après, il y a peut-être, je sais pas, environ 10 ans, je sais plus quand est sorti le plug and play. Mais il y a eu un moment, le plug and play il marchait bien, et ça y est, il y avait juste à brancher l'imprimante, et c'est bon, ça marche. Trop bien, on se dit c'est bon, l'informatique fait des progrès. Et là, je me retrouve aujourd'hui à installer des imprimantes, et on est revenu au mode comme avant, c'est-à-dire qu'on met encore 3 heures pour installer une imprimante. Bon là c'est plus avec des drivers, c'est driverless maintenant, mais c'est plus le fait que maintenant il y a du sans fil. Donc les imprimantes on les branche plus, c'est que du sans fil, et laisse tomber la prise de tête pour que ça fonctionne, surtout depuis un Linux ou un smartphone. Voilà, donc tout ça pour dire que on nous vend que l'informatique n'apporte que des progrès. Je suis assez circonspect sur cet aspect. Allez, allons-y, entamons la machine Cybernetics. Non pardon, là c'était le Lab Pro que j'ai fini, la machine c'est Analytics, ça finit pareil. Et si tu ne t'intéresses pas aux données que l'on collecte sur toi, tu risques de l'avoir dans l'Analytics. Alors, comme chaque mois, j'ai déjà fait le... Ah oui, je l'ai pas affiché d'ailleurs, mais j'ai déjà fait le scan and map pour gagner du temps.
Une machine qui a les deux ports très classiques ouverts, 22 SSH, 80 HTTP, et donc comme à chaque fois, on va s'intéresser à l'HTTP d'abord, puisque les failles, les vulnérabilités sur SSH sont peu fréquentes. J'ai déjà rempli le fichier etc host, puisqu'on peut voir qu'on a déjà un nom de domaine, grâce au scan map, analytical.htb. Et si on se connecte, ça je l'ai pas encore fait, j'ai déjà lancé aussi Burp, on peut le voir ici Burp, avec le navigateur associé Chromium, et je vais de ce pas donc aller à travers Burp sur notre cible analytical.htb. Parfait, on a un truc qui est vachement bien rempli, il manque un R. C'est marrant, je l'avais jamais remarqué. Donc un site d'analytics, grosse surprise. Et par contre, un test qu'on peut faire, c'est d'aller directement avec l'IP pour voir si ça affiche la même chose. Et oui, ça affiche la même chose, puisque c'est redirigé, l'IP redirige vers Analytical. On peut le voir dans l'historique. Ici, on voit qu'il y a un location qui renvoie sur Analytical. Et ça, du coup, ça veut dire que c'est du host-based routing, donc c'est le routage sur cette IP est basé sur le nom d'hôte et pas sur l'adresse IP. Du coup, quand c'est un host-based routing, c'est très important. Dans les autres cas aussi, ça peut être utile, mais là, c'est clairement, on va dire, une des priorités de faire un scan des subdomains. Donc subdomain, je rappelle en français sous-domaine, c'est donc un sous-domaine est un domaine qui fait partie d'un domaine principal. Donc c'est un domaine principal et il y a plein de sous-domaines en dessous. Et donc par exemple si on est sur un pentest, un audit où on nous a donné comme cible Analytical, en général, sauf si le client a mentionné l'inverse, on peut taper tous les sous-domaines à Analytical pour essayer de rentrer ou d'extraire les données sensibles de cette cible. Alors allons-y, donc je vais utiliser FFUF, je pense qu'on a déjà fait sur Acksize, je vais pas rentrer dans le détail. On va le faire donc ici. Donc je change fuzz, on va dire, le champ avant le analytical pour voir s'il n'y a pas des sous-domaines qui répondent de manière différente. Et on voit rapidement qu'il y a un sous-domaine qui s'appelle data. On va le laisser tourner. Là ensuite je vais faire une petite recherche classique mais inutile, je préviens, je spoil en amont. Donc ça c'est en général quand on a une cible web, bon je l'ai déjà fait plein de fois aussi sur Acksize, on fait un scan, une web directory enumeration, donc en français une énumération des répertoires web. C'est juste que j'ai jamais utilisé Feroxbuster apparemment sur Acksize, alors que c'est une... Bon, en audit j'utilise Burp, j'ai déjà dit, je me fais pas chier, disons, comme de toute façon il faudra sortir Burp, autant utiliser Burp. Mais c'est vrai que sur les machines Hack the Box ou sur les challenges en général, Feroxbuster il est pas mal, parce qu'en fait, il y a juste à faire -U, et il se débrouille de manière autonome, à faire, de manière assez efficace d'ailleurs, il est assez efficace de manière autonome pour sortir rapidement ce qui peut nous intéresser. Donc ça valait le coup de le mentionner, et sinon la petite différence de Feroxbuster avec toute la masse d'outils qui font la même chose, c'est qu'il est écrit en Rust. Ok, donc pour le coup il ne trouve pas grand chose d'intéressant, et c'est pas la bonne piste à suivre. Comme toujours, pour gagner du temps, je vais aller sur la bonne piste pour que la vidéo soit pas trop longue. Et la bonne piste c'est le sous-domaine qu'on a trouvé, data .analytical, allons voir à quoi ça ressemble. On tombe sur un invite de commande Metabase. Alors Metabase, c'est donc un produit sur étagère qui est quand même assez répandu, et donc c'est une plateforme qui fournit de la business intelligence, comme ils disent, la BI. Je sais pas comment on dit en français, l'intelligence business. Donc des dashboards, des tableaux, des indicateurs, de la visualisation de données, qui permet à n'importe qui, sans requête SQL, donc sans connaître un langage avancé, on va dire,
d'explorer des données dans un lac de données ou autre. Ok, donc là pour le coup, j'ai pas trouvé de moyen. Je sais pas si quelqu'un a trouvé un moyen d'avoir la version de la Metabase. Je suis preneur, mais je crois pas que ce soit possible en tout cas. Je n'ai pas trouvé de moyen d'avoir la version de la Metabase, mais par contre, il suffit, si on va sur un navigateur, on va prendre un autre histoire de pas mettre nos recherches internet dans l'historique de Burp. Bon, après on pourrait aussi configurer Burp pour ne pas les mettre. Et donc du coup, si je tape Metabase Vulnerability, on voit que il y a une CVE qui sort en premier. Je suis pas sûr que ce soit la bonne, mais c'est vrai que au moment où on sortit de la machine, ça sortait direct puisque c'était la vulnérabilité du moment sur Metabase. Mais si elle est là, c'est celle-là qui va nous intéresser, donc elle sera assez vite. La 38646, qui est donc une vulnerability qui a permis de faire du RCE, donc c'est très sale, on voit qu'elle est critique, 9,8. Et en plus, elle ne nécessite même pas d'authentification. Quand on a une pré-haute RCE, évidemment qu'on a envie de la tester, on sait jamais, peut-être la cible elle est pas à jour et ça va fonctionner. Du coup, si je cherche... Ah bah il n'y a pas besoin d'aller très loin. Si on prend cet article sur cette fameuse CVE, tac tac, cet article il explique pas mal la vulnérabilité en question. Donc je vais essayer de l'expliquer rapido. Je sais pas si je vais utiliser des schémas ou pas. Mais bon, globalement, donc Metabase, quand on l'installe, il a un token, un jeton qui s'appelle le setup token. Et donc c'est un jeton qui permet de savoir si tout simplement l'installation a été faite ou pas. Donc typiquement, quand on se connecte à une instance Metabase pour la première fois, si l'installation n'a pas été faite, du coup ce jeton apparaît et permet donc de faire l'installation. Et par contre, si l'installation a été faite, donc on est en mode run, en mode c'est bon ça tourne, là du coup on est renvoyé vers l'invite de login. Et du coup, évidemment, ce jeton d'installation, il est pas censé apparaître une fois que l'installation est faite. Mais ils ont fait un commit apparemment en janvier 2022. Je sais pas s'ils en parlent dans cet article d'ailleurs. Je suis pas sûr. Bref, en janvier 2022, ils ont fait un commit où ils oubliaient de supprimer ce jeton. Globalement, et du coup, pire que ça, ce jeton apparaissait à deux endroits, donc dans le code source de la page de logon HTML et à travers l'API Session Properties. C'est vrai que l'article est vachement détaillé. Voilà, il est là, API Session Properties. Et donc, avec ce jeton, on peut faire une requête à l'API Setup Validate, je crois que j'ai vu passer ici. API Setup Validate, c'est là. Avec une connexion détournée, on va dire, à la base de données qui permet de faire la fameuse RCE. Donc la fameuse RCE, elle est là. On va reprendre ça juste après. Dans un premier temps, donc il nous faut récupérer le jeton. Alors oui, au fait, je vais faire l'exploitation à la main. Je vais faire l'exploitation à la main. Je me rends compte qu'il y a... C'est quoi la différence entre ces deux trucs? The following payload can be used to obtain reverse shell. The following... Alors là, ça doit être juste un ID. Ok. Bref, dans un premier temps, donc on a besoin du jeton, donc on va le faire manuellement, mais il y a des POC qui permettent d'automatiser, on lance le POC et c'est réglé, on a le reverse shell. Mais certains POC, étrangement, demandent le token, ils le font pas de manière automatique, alors que c'est relativement trivial de récupérer le token de manière automatique. Mais allons-y, faisons-le à la main.
Donc à la mano, il suffit donc de faire un curl sur cette fameuse... Donc, je vais d'abord le faire de manière grossière pour que vous voyez à quel point ça crache beaucoup de choses. On va y arriver. Tac. On va le faire ici. Donc si je fais un curl, j'ai pas eu le temps de vous montrer la commande. Data Analytical sur le fameux API Session Properties, on voit que ça crache beaucoup d'infos, toutes les propriétés en gros. Donc il va falloir faire un petit filtre sur ce bordel. Et donc si on filtre sur le fameux setup token, donc je fais le même curl, mais je fais un JQ derrière pour donc traiter ce format. Je vais y arriver, ce format JSON. Et donc je fais un grep sur setup token, sur les clés parce qu'il y a c'est des clés. Et on voit que le setup token est bien présent dans ce bordel. Donc je vais faire, si ça veut bien, voilà, un jq-r.setupToken, donc j'affiche le contenu du champ setup token. Et voilà, on a le fameux jeton en question qui va nous être nécessaire. Le token là. Tac. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est juste un reverse shell. Donc là, on voit, je crois que c'est celle d'après, voilà celle-ci. Là, pour mettre un reverse shell, il crash un base64-d bash-i. Donc on va faire pareil, pourquoi pas. C'est très bien. Donc, il faut juste remplacer donc la payload par notre IP. Donc je vais le faire de ce pas. C'est du classique, on l'a fait plein de fois sur ArcSize. Donc faut peut-être vérifier d'abord que j'ai la même IP. Tac, if config 10.10.14.14, on est bon. Donc bash-i, le reversal classique, je l'encode en base 64. J'aime pas quand il y a des égales et des plus. Donc je vais rajouter des espaces. Bon, ici par exemple. Non, c'était pas assez tôt. Ici. Voilà, c'est pas mal. Et j'aime pas quand il y a des égales. Donc pourquoi j'aime pas quand il y a des plus? Parce qu'en URL, plus c'est un espace. Et pourquoi j'aime pas quand il y a des égales? Parce que sur un post, un égal, ça veut dire c'est une signification. Voilà, là on a vraiment que des caractères. Que des lettres et des chiffres. Donc on est sûr que ça posera pas de problème à foutre dans la payload. Parfait, donc je prends je vais faire un mousepad, je pense que ça va être le plus rapide. Donc je lance un éditeur de texte. Voilà, tac tac tac, on peut grossir un peu, voilà. Je prends la payload qui est fournie sur cet article. Enfin la requête même, on a toute la requête post. Tac. Tac. On peut l'enregistrer histoire d'avoir... Tac. On va dû mettre HTML. File save as. Je suis pas sûr que ça... Bref, non, ça sera pas... tac. Alors, du coup, ce qui nous intéresse, donc déjà c'est mettre le bon token. Donc le token qu'on a récupéré ici. Tac. Ici. Et ensuite il nous faut mettre je pense simplement le bon truc ici, sinon le reste c'est pareil. Donc je prends l'encodage base 64, j'ai trop la mauvaise habitude. Tac tac tac. Voilà, je pense que ça devrait passer. Voyons si on s'est pas loupé. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin évidemment de mettre en écoute notre netcat, notre listener. Donc je vais le faire en haut à droite. Donc on a fait un reverse shell vers le port 443, donc je mets mon netcat sur le port 443 parce que c'est le port HTTPS qui est le port le plus souvent ouvert en sortie sur une machine. Ensuite, deuxième chose de laquelle il faut pas oublier, qu'il faut modifier du coup dans le POC fourni sur le site, c'est évidemment le host.
eux ils attaquent le localhost, nous on attaque dataanalytical.htb. Et ma foi, je pense qu'on doit être pas mal. Après du coup on va faire ça dans le repeater de burp, ça sera le plus simple. Et donc pour faire ça dans le repeater de burp, on va avoir besoin d'initier une connexion vers ce metabase, on l'a déjà fait d'ailleurs. Voilà, donc on pourrait prendre, il n'y a pas de poste, on aurait un poste, ça serait plus rapide, mais en vrai on s'en fout un peu, parce que de toute façon on a toute la requête. Donc ce qu'on veut c'est juste faire un CTRL-R, CTRL-SHIFT-R, aller dans le repeater, afin d'avoir en target en haut à droite, dataanalytical.htb. D'ailleurs je suis désolé, c'est pas très gros, mais je crois pas qu'on puisse grossir dans burp ces trucs là, en tout cas je sais pas faire. Ok, donc je prends la requête, qui j'espère est bonne. Je la mets là. Je vais mettre comme ça en temps réel. On va voir si on reçoit quelque chose en haut à droite. Allons-y, croisons les doigts. Yes, perfecto, on obtient bien un reverse shell sur la cible. C'est chouette, et on n'a pas un TTY, et je crois que je vais même pas m'embêter, parce qu'en fait pour la suite, c'est assez rapido. Si on fait un ls-la, point. On voit tout de suite le docker env, qui est confirmé par le ifconfig, qui a un adressage 172.17, qui est souvent l'adressage utilisé par Docker, et le nom d'hôte ressemble fortement à un container Docker. Donc en gros, on a compromis un container Docker dans lequel tourne Metabase. Je rappelle Docker, c'est un logiciel d'automatisation et de virtualisation applicative, donc très très fréquent aujourd'hui en audit, on l'a souvent, puisque il est très populaire. Et donc ça peut, à la base, pour expliquer rapidement, donc c'était le gros avantage de Docker, donc la virtualisation applicative, c'est que du coup on pouvait faire tourner sur la même machine une application qui était en Java 7 par exemple, je dis n'importe quoi, et une application qui était en Java 8. Donc au lieu d'avoir de dépendre de la même librairie Java, on pouvait mettre ça dans des Docker et faire tourner plein de trucs différents sur la même machine. Tout ça évidemment dans le but d'économiser des sous et des ressources. Donc on fait un petit env. Souvent sur Docker c'est intéressant de regarder les variables d'environnement, et c'est le cas ici. Pourquoi? Puisque on a le meta-user et le meta-pass qui sont dans la variable d'environnement. Du coup, si on fait un ID, on est metabase. Si on regarde un peu ce qu'il y a dans etc host, non c'est pas ça, etc password, pardon. Ok, après c'est normal, il n'y a que des comptes de service, puisque c'est un container Docker. Et du coup, je reviens là-dessus, et on va essayer de se connecter en SSH, évidemment, puisque quand on a fait le scan and map au tout début, on avait deux ports ouverts, le 80 et le 22, et du coup quand on tombe sur un login mot de passe et on a port 22 ouvert, ça vaut le coup de tester, voir s'il n'y aurait pas de la réutilisation de mot de passe, ou que c'est un compte qui soit configuré pour être accessible en SSH. Donc SSH metalytics@analytical.htb, et donc en password je teste ce truc qu'on vient de trouver dans les variables d'environnement. Et ça passe, je crois que c'est bon, on est connecté en tant que Metalytics et on a accès au flag user. Première partie de la machine faite. Pour l'élévation de privilèges, la privesque, je vais directement suivre la bonne piste. Donc la bonne piste, c'est simplement de faire un uname-a, si ça va faire. Et donc de voir la version noyau, et en fait pareil, c'est une vulnérabilité... D'ailleurs je l'ai pas dit, mais la machine elle est pas très ancienne, elle est puisqu'elle est retired depuis seulement 2 semaines je crois, donc elle a 3 mois quoi. Et donc dans les vulnérabilités récentes qui fonctionnent sur cette Ubuntu,
il suffit de faire ça. On prend donc la version noyau, on va sur le moteur de recherche et on crache genre vulnerability. Et là on voit que il y a une privilege escalation qui s'appelle Game Overlay. Et ce Game Overlay, c'est effectivement la bonne piste. Donc je crois que c'était l'été 2023 que c'est sorti celle-ci. Donc elle a pas mal fait parler d'elle, déjà parce que Ubuntu c'est très populaire. Donc quand c'est populaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de machines qui étaient vulnérables. Et donc pour la petite anecdote, un Game Overlay, pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement que c'est un jeu de mots entre Game Over et Overlay. Et Overlay, c'est la fameuse couche qui est intéressante, que l'article de Julia Evans permet de comprendre beaucoup mieux. Elle a fait même un petit XKCD, petit dessin. Et donc, je vous laisserai lire l'article. Mais globalement, donc l'overlay, ça sert sur les conteneurs Docker à éviter de répéter certains fichiers entre conteneurs Docker et avoir des conteneurs Docker gigantesques. Mais du coup, ça joue avec des lower dir, upper dir et work dir. Donc, comme on voit ici, lower base directory will be read only, where chance will go must be empty. Et du coup, si on joue avec ça, je vous laisserai lire l'article. On se retrouve à avoir la vulnérabilité Game Overlay. Et ce qui aussi a fait qu'on a pas mal parlé de cette vulnérabilité Game Overlay, c'est que le code d'exploitation il tient sur un tweet. On peut le voir ici. Tac tac. Donc ça tient là-dedans. Voyons voir, testons ce POC qui tient dans un tweet. Tac. Tac. ID perdu. Ah si, pardon, c'est bon. Ici, ça renvoie ID root. Donc juste en faisant ça, on est root. Donc je vais juste remplacer le ID par bash. Et bim, j'ai un shell root. Et donc j'ai le flag root et la machine est pawnée. Et donc si on regarde rapidement ce POC, donc globalement, qu'est-ce qu'il fait? Il crée 4 répertoires. Il copie, ça c'est en fait pour copier Python dans le répertoire L. Il applique le setcap à ce Python et après il fait la fameuse vulnérabilité overlay en jouant sur les lower dir, upper dir, work dir. Et ça permet de pouvoir avoir ce Python qui garde son set UI, ses capacités et qui permet de pouvoir faire tourner avec un OS système derrière un set UID 0, donc pouvoir faire tourner du code en tant que root. Voilà, donc n'hésitez pas à lire cet article, il est là, que je mettrai évidemment en lien sous la vidéo, pour comprendre comment fonctionne OverlayFS, et donc quelles sont ses limites, comme on peut le voir sur cette machine. D'un point de vue Blue Team, donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Mettre à jour l'Ubuntu pour corriger cette vulnérabilité en termes de privilege escalation. Sur la partie mettre le mot de passe dans les variables d'environnement, c'est plutôt une bonne pratique, évidemment quand c'est compromis c'est caca, mais par contre ce qui était moins bonne pratique c'est d'avoir autorisé le SSH. Alors j'ai pas fait gaffe si c'est le même compte ou si c'est un compte différent avec de la réutilisation de mot de passe. Dans tous les cas, réutilisation de mot de passe pas bien, et un compte de service, s'il y a pas besoin de se connecter en SSH avec, on ne le met pas dans les comptes où on peut se connecter en SSH. Voilà, et donc pour la Metabase, pareil, Metabase c'était une vulnérabilité liée à la version, il fallait mettre à jour. Donc si on mettait à jour tous les composants de cette machine, elle devenait invulnérable, ou en tout cas beaucoup plus difficile à compromettre. Ma foi, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.